Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle d'Igor Tudor à l'OM, évidemment c'est la nouvelle des derniers jours, visiblement insatisfait du mercato proposé par la direction marseillaise, ou en tout cas de celui qui s'annonçait. Jorge Sampaoli a claqué la porte, mais Longoria a vite réagi en nommant sur le banc Igor Tudor, technicien croate de 44 ans, pour un contrat de 2 saisons. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur à peu près tout ce qu'on peut détailler. Qui est Igor Tudor, son parcours? Ça, assez brièvement, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir dans un second temps comment jouait son Hellas Vérone, et donc dans un troisième temps, comment pourrait jouer l'OM de Tudor. Ça, c'est vraiment les interrogations principales. Enfin, je vous donnerai mon avis, je ne vais pas dire final sur la question, mais mon avis provisoire. Est-ce que c'est un bon choix pour Marseille ? Est-ce que ça peut fonctionner? Alors, qui est Igor Tudor? Bon, déjà, Igor Tudor, c'est un ancien joueur, un ancien défenseur central international croate, qui a fait une belle carrière à la Juve, celle-là dont je me souvenais de son nom sur PES notamment. C'est un vrai homme du Hajduk aussi, donc il est né à Split, il a été formé au Hajduk Split en tant que joueur et aussi en tant qu'entraîneur, où il a fait à peu près toutes les catégories, les très jeunes, les un peu moins jeunes et les pros, donc pour lancer définitivement sa carrière de coach. Ensuite, il a bourlingué un peu partout dans la zone, il a été en Grèce avec le PAOK Salonique, il a été en Turquie avec Karabükspor et Galatasaray, en Italie avec Udinese, la Juve en tant qu'assistant de Pirlo, en tant qu'entraîneur des défenseurs, puis donc l'Hellas Vérone la saison passée, l'Hellas qui l'a mené à la 9e place de Serie A, avec plusieurs matchs assez impressionnants contre des gros. J'ai une victoire contre la Roma 3-2 qui me reste en tête, contre la Lazio peut-être surtout 4-1, qui avait un peu détonné, et puis bien sûr ce succès contre la Juve, contre l'Atalanta aussi, bref, quelques victoires étincelantes. Il avait été pris pour un contrat court d'1 an pour remplacer au pied levé en tout début de saison Eusebio Di Francesco, qui avait été viré après 4 journées de Serie A. Mais donc un contrat d'1 an que lui n'a pas voulu prolonger, sans doute pour attendre, quand on voyait que l'Hellas Vérone avait de bons résultats à la mi-saison, pour attendre un banc un peu plus prestigieux. C'est un choix qui s'est avéré payant, puisque l'OM donc a frappé à la porte. Alors comment jouer l'Hellas Vérone ensuite? Niveau système, c'était quasiment exclusivement du 3-4-2-1. Et il y avait deux zones clés. D'abord le trident offensif, qui est constitué de la paire Caprari-Barak, sous la pointe Giovanni Simeone, une stat pour signifier leur importance, l'importance de ce trio. En 2021-2022, les trois ont franchi la barre des 10 buts, alors qu'aucun autre joueur de l'Hellas n'en avait marqué plus de 4. Il y a 17 buts même pour Giovanni Simeone. Il s'est offert une sacrée compilation, probablement un très beau transfert cet été aussi. Donc Simeone a marqué 19 contributions décisives pour Caprari quand on additionne buts et passes. Barak, lui, a annoncé proche de Tottenham, il a tapé dans l'œil de Conte. Voilà, le trio a véritablement flambé et a fait de l'Hellas Vérone la 6e attaque du championnat italien, avec 65 buts inscrits. Deuxième zone clé après ce trident offensif, la deuxième zone clé, c'est les côtés, les flancs. L'Hellas reposait beaucoup sur les mouvements et les propositions de ses pistons. Lazovic à gauche et Faraoni, le capitaine, à droite. Très important en phase de construction, mais aussi pour aller finir dans le dernier tiers. Lazovic, par exemple, tenait un rôle très intéressant de piston inversé. Il est effectivement piston gauche, mais c'est un joueur droitier, et qui du coup venait souvent repiquer dans l'axe pour apporter du danger, que ce soit un centre depuis le demi-espace, un ballon donné intérieur. Voilà, Lazovic, c'était vraiment un membre clé du dispositif offensif de Tudor. D'ailleurs, quand on regarde les stats avancées, il était la saison passée le 3e meilleur passeur progressif de Serie A, le 3e joueur du championnat à faire gagner le plus de mètres par ses passes. Et les pistons sous Tudor n'hésitaient pas non plus à aller déclencher des frappes. Ils étaient des véritables joueurs de dernier tiers, comme ce que va faire ici Faraoni contre la Roma. Donc déjà son placement saute aux yeux pour compenser le dézonage du 9 Giovanni Simeone. Il va prendre l'intérieur en soutien de Caprari, il est touché par Simeone et là il envoie un missile barre rentrante en demi-volée qui permet à Vérone de battre la Roma 3-2. Donc voilà, ça c'est les acteurs majeurs du 3-4-2-1 de Tudor à Vérone. Maintenant je pense que son équipe se distinguait niveau philosophie de jeu et animation. Son équipe se distinguait de 3 manières principales, peut-être 3 principes cardinaux. En tout cas il y en a un qui est très positif, le deuxième un peu plus ambivalent, partagé, le dernier c'est plutôt une faiblesse. Le premier principe, la première caractéristique phare de son Hellas Vérone, c'était vraiment la pression. L'Hellas de Tudor, c'est une pression acharnée, tout terrain, avec des joueurs avancés qui ne comptent pas leurs efforts sans ballon, qui tentent de gratter le plus de ballons haut possible, et qui sont soutenus par un bloc qui, dans son ensemble, est placé très haut, avec une ligne défensive quasiment à la médiane. Alors ça se retrouve dans les chiffres, l'Hellas Vérone l'année passée, c'était le 4e PPDA le plus faible d'Italie. En gros, PPDA, plus c'est faible, plus ça signifie une intensité défensive et une intensité dans le pressing qui
est forte. Donc ça se retrouve dans les chiffres, ça se retrouve aussi dans les images, avec plusieurs buts qui sont issus de la pression haute de l'Hellas. Ici contre Venise par exemple, le premier but est issu d'un pressing à la perte mené par Simeone qui pousse le défenseur excentré vénitien à un geste nettement sous-optimal. Derrière, Simeone a la vélocité et il a la qualité pour aller finir. Ça fait 1-0. Et 10 minutes plus tard, encore une récupération haute et tout de suite dans la foulée, projection hyper verticale. On va en parler tout à l'heure, mais Vérone c'est très direct, très incisif. Là, le beurre de Venise est tranché et Vérone enfonce le clou. Alors ça marche aussi contre les gros. Ici, face à la Juve, on a Adrien Tameze qui joue un rôle fondamental dans l'Hellas Vérone de Tudor, qui sort très vite à la récupération sur Arthur. Pour le gêner, on voit qu'il est le 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 7 joueurs de l'Hellas qui sont présents dans le dernier tiers de la Juve à la contre-pression. Donc il sort et réussit avec son impact physique à gêner Arthur. Faraoni en profite, peut bondir là-dessus. À nouveau, la présence dans le dernier tiers fondamentale, c'est une prise de risque. On voit à quel point c'est une approche tactique payante, parce que derrière, Simeone va aller marquer le but du 1-0 au bout de 10 minutes. Donc c'est une approche tactique payante, mais c'est aussi le symbole d'une vraie force mentale. Cette équipe n'a pas peur de laisser des espaces dans son dos. Elle n'a pas peur, même contre la Juve, de se retrouver en infériorité numérique derrière. Cette équipe croit en le projet de son coach, même contre des très gros, même contre la Juve. Un dernier exemple pour finir contre l'Inter, donc à nouveau un gros, et à nouveau on voit très bien le choix de l'Hellas qui couvre l'Inter en individuel. Donc un joueur là, un joueur là, un joueur là, un joueur ici. Et dans cette zone également, le reste des défenseurs sont plutôt à la médiane. On est sur une égalité numérique dans le dernier tiers, sur un 6 contre 6, si on exclut Handanovic. Et donc cette pression, les solutions qui manquent aux interistes, va permettre, sur cette passe un peu mal calibrée d'Handanovic, va permettre à Ivan Ilić, qui est un des vrais hommes forts du dispositif de Tudor, de surgir et d'aller finir d'un piqué bien ajusté. Donc voilà, la pression, première chose. Le deuxième trait de caractère de l'Hellas Vérone ensuite, de cet Hellas de Tudor, ensuite, je dirais que c'est des phases de possession qui sont très courtes, très verticale, avec un jeu de préparation pas forcément hyper élaboré. Donc là, on est sur une stat. Quand on regarde, ça c'est l'ensemble, et c'est ici que j'ai regardé tous les buts marqués, tous les buts concédés, ça m'a donné pas mal d'indications sur le style de jeu de l'Hellas. Quand on regarde le nombre d'attaques positionnelles menées par l'Hellas Vérone, donc des attaques plutôt lentes, basées sur la construction, il y en a 223. Quand on regarde le nombre de contre-attaques, attaques jouées avec vélocité, vite vers l'avant, 601. C'est un rapport quasiment de 3 à 1. 75% des offensives de l'Hellas Vérone étaient menées sur attaque rapide. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres chiffres. J'ai ici la 5e équipe de Serie A avec le plus de passes hautes, donc c'est-à-dire au-dessus de l'épaule. C'est la première équipe de Serie A avec le plus de passes de la tête. C'est la première équipe de Serie A avec le plus de hors-jeu, de très très loin. C'est la première équipe avec le plus de passes directement en touche ou en 6 mètres. Donc on peut imaginer des passes longues ratées. Il y a beaucoup de déchets dans ce jeu de construction parce qu'il est hyper direct, hyper vertical. C'est la 3e équipe avec le plus de passes interceptées, donc c'est des passes risquées en général. C'est la première équipe avec le plus de passes bloquées aussi. Mais donc tout ça, cette approche hyper directe, elle a un bénéfice, c'est que l'Hellas Vérone, c'était la 4e équipe de Serie A avec le plus de passes progressives reçues. Et c'était la 7e équipe de Serie A avec le plus de ballons touchés dans la surface adverse. Donc en gros un style très direct, très droit au but, mais pas du tout axé contrôle. Alors c'est peut-être ça qui a permis à l'Hellas d'être une équipe capable d'embêter les gros, une équipe qui, comme on l'a dit, a fait tomber la Juve, la Lazio, la Roma, l'Atalanta, etc. Mais c'est aussi peut-être le versant de ce jeu très direct, à savoir pas beaucoup de compétences en possession, pas de vraie science du contrôle, pas vraiment de capacité à ralentir le tempo d'un match. C'est peut-être tout ça qui les a conduits à lâcher beaucoup de points en menant au score. Je crois que l'Hellas, c'était la 2e équipe à avoir perdu le plus de points dans le dernier quart d'heure des parties. Il y a 4-5 matchs, je ne les ai pas comptés exactement, mais à peu près dans ces eaux-là, que Vérone mène 2-0 et que pourtant Vérone ne gagne pas, parfois même perd. Donc très direct, mais pas beaucoup de contrôle et pas beaucoup de capacité à se sécuriser une fois l'avantage pris. Enfin, après la pression et le jeu rapide, le 3e caractère que j'ai identifié dans cet Hellas de Tudor, c'est que c'était une équipe qui défendait assez mal son dernier tiers de terrain. Donc déjà dans l'absolu, c'est pas une super défense, 12e défense de Serie A avec 59 buts encaissés, mais surtout dans son dernier tiers, on voit tout un tas de buts encaissés très largement évitables qui sont le fruit d'erreurs individuelles parfois, mais aussi souvent
d'une structure collective défaillante. Un mauvais alignement, les mauvaises zones occupées, pas de prise de responsabilité, un manque de communication. Voilà, on parlait de la pression tout à l'heure. De mon point de vue, il y a fort à parier que l'Hellas Vérone, c'était une équipe qui préférait défendre haut, qui préférait être agressive à la perte, pas seulement pour aller gratter des ballons de but, mais aussi parce que c'est une équipe qui n'était pas très confortable dans l'idée de défendre bas. Si elle était basse, ces lacunes collectives et ces lacunes structurelles étaient beaucoup plus vite exposées. Je pense que c'est aussi ça qui sous-tendait le choix de la pression. Bon, ils n'ont pas été aidés par leur gardien non plus, si on est parfaitement complet. Si on en croit ce que disent les stats avancées et si on en croit notre œil, Lorenzo Motipo a été un des moins efficaces du championnat sur sa ligne. Donc voilà en gros comment jouait l'Hellas Vérone d'Igor Tudor, ça nous donne quelques indices, un petit peu de matière. Maintenant, comment est-ce qu'il pourrait faire jouer l'OM ? C'est la question fondamentale, celle qui nous intéresse le plus. Déjà niveau système, si on repart sur du 3-4-2-1, sur le modèle de l'Hellas, ça pourrait donner quelque chose comme ça, peut-être avec Payet et Gerson sous Milik. C'est dur parce qu'il y a eu tellement d'expérimentations positionnelles sous Sampaoli qu'on ne connaît pas forcément les meilleures zones de chacun, mais disons que c'est ce qui ressemblerait le plus à l'Hellas de Tudor. Mais ça fait ressurgir tout de suite une première question, est-ce que Milik et Payet peuvent fournir l'intensité sans ballon que fournissaient Simeone, Caprari, Barak ? Est-ce qu'ils ont ce niveau d'énergie ? C'est un gros point d'interrogation. A priori, si tu choisis Tudor, c'est pour presser. Donc, il faut que cet OM soit capable de presser dans des zones avancées. La deuxième question pour moi, elle est véritablement sur les côtés, sur ces flancs qui sont peut-être la zone la moins fournie de l'effectif marseillais. Alors si on repart à nouveau sur l'idée de Tudor, je me dis que c'est pas impossible de voir des pistons inversés comme ce qu'était Lazovic à Vérone. Donc pourquoi pas Lirola à gauche, saison assez décevante pour lui l'an passé, quand on se souvient de ce qu'on avait vu en 2020-2021, mais peut-être qu'il peut être testé dans un rôle à la Lazovic. Et donc à droite, pourquoi pas Under, auquel il faut sans doute ménager une place dans le 11, il doit être là. Ça pourrait être sur ce rôle de piston droit inversé, de gars qui peut rentrer dans l'axe, venir rentrer sur son pied gauche et donner un centre depuis le demi-espace, comme ce que faisait Lazovic, comme ce qu'est capable de faire Under. Bon, maintenant la question c'est qui amènerait la largeur, qui pourrait dédoubler sur sa droite. Il y a plusieurs interrogations, mais celle de la pression et de l'animation des côtés me semblent être vraiment les deux fondamentales. Enfin, on a vu le style de jeu de l'Hellas à la récupération, qui est basé sur une grosse vitesse en transition, un style hyper direct, mais on n'a pas trop vu comment Tudor procédait contre les blocs bas. C'est une très grande question pour l'OM en Ligue 1, et c'est une question que n'a pas eu souvent à résoudre Vérone en Serie A. Donc là aussi, il va falloir inventer quelque chose. Mon avis final sur la question, est-ce qu'Igor Tudor à Marseille, c'est le bon choix, la bonne prise ? Là, j'ai été assez basique, j'ai compilé ma liste des points négatifs, des points positifs, et à la fin, je vous proposerai un petit dépassement en guise de conclusion. Mais les points négatifs d'abord, c'est que, bon, forcément, pas d'expérience longue pour Tudor, et pas d'expérience du niveau de l'OM, des séjours très courts sur les bancs de touche, et rien du niveau de l'Olympique de Marseille, pas de rencontre de Ligue des Champions par exemple, ça veut forcément dire que tu fais un saut dans l'inconnu, et ça, c'est pas le plus rassurant. Le deuxième point négatif, c'est qu'on a parlé de son très bon travail à Vérone, des belles performances de l'Hellas. Il ne faut pas oublier non plus qu'il a pas mal capitalisé sur le travail qui a été fait avant lui par Ivan Juric. Donc l'Hellas, c'est vrai, l'année passée est 9e, c'est une belle surperformance par rapport à ses moyens, mais c'est une équipe qui était 10e en 2020-2021 et 9e en 2019-2020, les 2 années sous Ivan Juric, donc ça nuance dans une certaine mesure l'idée d'une nette sous-performance. On peut aussi regarder ce qui a été produit par Vérone et voir qu'une grande partie de sa réussite dépend de la qualité individuelle de son trio offensif. Alors c'est pas pour enlever à ce qu'a bâti Tudor, il y a de la symbiose et il y a des qualités collectives dans ce qu'a produit le trio, mais voilà, c'est 17 buts de Giovanni Simeone qui a vécu sans doute la plus belle saison de sa carrière, qui a donné l'impression de marcher sur l'eau, qui a nettement surperformé ses XG. Une grande partie de la réussite de Vérone dépend de ça. Peut-être que ça nuance aussi dans une certaine mesure l'idée d'un football attractif bâti par Tudor à Vérone. C'est la 6e attaque certes en nombre de buts, mais seulement le 11e volume d'expected goals, la 11e production offensive. Donc grosse qualité de finisseur devant, grosse qualité du trident, peut-être un peu moins impressionnant derrière dans la phase de préparation. Longoria a dit en conférence de presse sur ce point, Longoria a dit qu'il veut franchir un cap en matière d'identité de jeu. On peut y lire peut-être en creux un souhait de rendre l'OM plus séduisant, plus tranchant que ce qu'il y avait sous Sampaoli la saison passée, plus offensif et plus électrisant. On s'est parfois un peu ennuyé devant certains matchs et il y a une volonté de franchir un cap là-dessus. Maintenant, est-ce que Tudor a le bagage tactique et intellectuel pour être celui qui prend le relais de Sampaoli et opère cet approfondissement ? C'est pas sûr, c'est une interrogation. Et puis enfin, j'ai noté que son pédigré inférieur à celui de Sampaoli, son nom est un petit peu moins ronflant, peut-être, ça c'est
dur de le savoir, mais peut-être que ça rend l'OM un peu moins attractif sur le marché des transferts. Peut-être qu'il y a des joueurs que tu peux recruter en disant qu'ils vont jouer pour Sampaoli, jouer sous Tudor, ça leur parle peut-être un peu moins. Donc ça, c'est les points négatifs. Il y a beaucoup de points positifs aussi. Moi, j'aime beaucoup ce choix pour d'autres raisons. D'abord, Igor Tudor, c'est très peu de variations dans son système de jeu, et ça, je pense que ça va changer de l'époque Sampaoli. Pas beaucoup de variations sur les hommes, quasiment que du 3-4-2-1. Le trio Caprari, Simeone, Barak par exemple, qui a été reconduit match après match, ça va changer de Sampaoli et ça permet sans doute de construire plus de repères et plus de qualité collective, notamment sur le volet offensif, ce qui manquait un peu la saison passée. Tudor connaît aussi les contextes méditerranéens chauds. Marseille ne va pas le changer par rapport à ça. C'est un ancien international croate qui a connu le Hajduk Split, qui a connu le PAOK, Galatasaray. Marseille est dans la lignée de son parcours. Il est cet homme du Sud avec un gros tempérament, parfois trop, ce qui peut conduire à certaines frictions. Mais voilà, on parle d'un gars avec un gros caractère, très charismatique. Niveau tempérament, c'est dur a priori d'imaginer un meilleur fit avec le Vélodrome. Et c'est aussi, troisième point positif, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans ces équipes. Le Hellas de Tudor l'année passée, c'était une équipe très émotionnelle, capable de performances XXL, on l'a dit, les victoires contre les gros, mais aussi des performances XXL, c'est-à-dire des renversements de situations inattendus, des scénarios fous. Il y a une remontée 3-4 à Venise en ayant été mené 3-0 à l'aube de la seconde période. Ça aussi, ça peut très bien fonctionner à Marseille. Des matchs émotionnels, des matchs fous, on peut imaginer que ça prendra bien. Niveau philosophie de jeu, la pression haute, je pense que Bielsa a laissé de très bons souvenirs à l'OM. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut fonctionner, en tout cas sur l'idée, sur le rapport au club, droit au but, très intense dans l'énergie, le niveau d'énergie, le maillot mouillé, etc. Il faut voir s'il a les joueurs pour, mais sur l'idée, ça colle bien au tempérament marseillais également. Enfin, le point que je me suis noté, c'est un coach qui n'a pas un énorme pédigré comme Igor Tudor. C'est aussi peut-être un coach que tu peux garder un peu plus longtemps que d'autres. Si ça se passe bien, tu as peut-être davantage la possibilité de construire dans la durée. Et l'OM cherche un coach avec lequel construire, cherche un peu de stabilité, notamment pour faire face à une période où il y aura peut-être un petit peu moins de moyens sur le marché des transferts. Donc voilà en gros schématiquement la colonne des moins, la colonne des plus. Maintenant, en guise de conclusion, la vraie question à résoudre, est-ce qu'il aura le matériel ? Quantitativement déjà, avec la présence de la Ligue des Champions, avec ses matchs tous les 3 jours, il va falloir un effectif plus vaste et plus fourni que ce qu'avait l'OM la saison passée, où on a senti parfois une équipe puiser de manière assez dangereuse dans ses niveaux de ressources physiologiques, dans ses niveaux d'endurance. Là, il va falloir plus de matière, quantitativement, mais aussi qualitativement, avec des zones à renforcer qui sont évidentes, qui sont fondamentales dans ce que veut faire Tudor. Je pense aux côtés par exemple, aux flancs qui sont encore trop dégarnis. Alors le discours de Longoria en ce sens a été clair, l'OM n'a pas d'énormes moyens, il a dit que l'OM va surtout procéder par opportunité, faire des affaires dans les derniers jours du mercato, etc. Mais attention, l'équation calendrier européen chargé plus coach qui mise sur la répétition des efforts à très haute intensité pour mettre en place son modèle de jeu basé sur la pression, cette équation-là ne peut vraisemblablement pas être résolue avec un effectif court en ressources. Le vrai défi de l'OM, il est sans doute là.